Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Moi je voulais parler d'autre chose aujourd'hui que la politique française, qui est plus que lamentable. Je vais parler de ce que je voulais parler après. Je vais faire l'entracte. Oui, Walid, je vais te bercer. Euh, je vais faire un entracte pour cette histoire. Comme je l'avais pressenti, bien entendu. Les musulmans, évidemment, sautent à pieds joints dans la tentation Benoît Hamon. C'est facile, hein, c'était pas très compliqué à deviner, hein. On est tellement prévisible. On est tellement prévisible, tellement désespéré, tellement prêt à nous jeter à corps perdu dans, euh, dans les fausses promesses tenues par X, Y, Z. C'est le syndrome de Stockholm, hein, je l'ai dit depuis de nombreuses années. Quand on est maltraité, quand on est traîné dans la boue, quand on est désespéré, eh bien, il suffit qu'un de nos geôliers nous donne un verre d'eau pour qu'on le prenne pour un espèce de saint. Et voilà, bon, brièvement, parce qu'on m'envoie plein de messages, Benoît Hamon, on nous dit à la mosquée qu'il faut voter Benoît Hamon. Bon, on va parler de Benoît Hamon. Euh, Moi j'ai écouté, hein, j'écoute pas parce que ça m'intéresse ou parce que j'y place un quelconque espoir. Je suis pas français, je vote pas en Belgique non plus, mais parce que je veux voir en fait le retour de passe-passe et j'essaie de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour comprendre leur fonctionnement. Wa alaykoum salam, Rabat. Euh, et bon, donc j'ai vu Valls avec Hamon. C'était très simple à comprendre le stratagème. En fait, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, parce que bon, il y en a tellement qu'à la fin, on ne sait plus, on dit quoi et quand. Euh, Ça bug chez tout le monde ou seulement chez Boshra? Amonra, ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça bug chez tout le monde ou seulement chez Boshra? Bon, je sais pas. J'ai pas de réponse. Bah, c'est en différé en fait, hein, le temps que je pose la question. D'accord, ok. Donc je reprends. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire des cinq familles dans Le Parrain, hein, le film Le Parrain. Et donc en fait, chacun dit, énumère un programme, fait des déclarations qui, qui vont dans le sens de l'électorat qu'on veut capter. Et chacun prend une part de gâteau. Alors, les racistes, on va dire les racistes, pour simplifier, vont chez Marine Le Pen. Les catholiques déçus, vieille France, machin, euh, qui veulent préserver leur patrimoine, etc., votent Fillon. J'en oublie parce que bon. Les socialistes, tendance, Mohamed Sifawi, Malek Bouti, Caroline Fourest et autres, sont représentés par Emmanuel Valls. Donc, c'est-à-dire, euh, on est pro-gauche, pro-homo, pro-féminisme, etc. Mais surtout, et en plus, anti-islam, anti-religion, pro-laïcité, etc. Et puis, on a Benoît Hamon. Alors, Benoît Hamon, il est là pourquoi? Pour ceux qui savent décrypter les attitudes du corps, les attitudes du corps et le phrasé, ben Benoît Hamon, il ne croit pas lui-même au fait qu'il va gagner. Il sait très bien. D'ailleurs, parfois, c'est vraiment étonnant quand on lui dit, mais vous faites plein de promesses, vous allez donner 750 euros à tout le monde, cet argent, vous allez le prendre d'où? Il a dit, oh, on verra bien, la croissance finira bien par repartir. Je sais pas, on verra. Enfin bref, c'est- c'est- c'est énorme. Et alors évidemment, ça me semble logique, vu que tout le monde a tourné le dos à l'électorat maghrébin,
Ben, lui, il s'est dit, il y a quand même un peu, il y a du potentiel. Vu que tout le monde est islamophobe, tout le monde critique le voile, tout le monde parle de radicalisme, de salafisme, de terrorisme, etc. Il s'est dit, ben moi je vais un petit peu dire, je suis fier de m'appeler Bilal. Si les racistes disent que je suis un Bilal, je suis fier de représenter le premier muezzin de l'islam qui était noir. Les filles françaises ont le droit de se voiler si elles ne sont pas contraintes. C'est la loi de 1905, etc., etc. Conclusion, évidemment, les musulmans sautent sur leurs chaises. Nous avons trouvé notre héros, nous avons trouvé notre bienfaiteur. Allez, allez, dimanche, tous aux urnes, tous derrière Hamon, Maslaha, moindre mal. Et on est reparti pour un François Hollande bis. Hein, la même chose, vous vous rappelez, enfin moi j'ai pas oublié, le soir de sa victoire en mai 2012, on avait place de la République, plein de drapeaux algériens, tunisiens, kabyles, compagnie, Amazigh, tout le monde chantait, dansait, bouffait, barbecue, méchoui, etc. Et puis on a vu la suite, quoi. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Hollande? Ben, il a aggravé la situation. Il a été forniqué avec sa copine Julie Gaillet. Il a changé deux, trois fois de ministre. Il a gagné du temps et au final, il a dit, écoutez, désolé, j'ai foiré, je me représente pas. Goodbye, bonsoir, ciao, bon dimanche. Bon, voilà. Tout le monde semble trouver ça un petit peu normal. Bon. Ben, on passe au suivant. On a un petit gars d'1,60 m avec les oreilles décollées qui est là. Il faut arrêter l'islam, ils sont pas tous méchants. On va les protéger avec la laïcité, etc. Et nous, comme d'habitude, ben, on est toujours prêts au garde à vous, prêts à aller faire la file le dimanche, aller payer 1 euro, puis c'est payant en plus, pour aller faire gagner Monsieur Hamon sur Monsieur Valls. Bref, voilà. Euh, Puis, entre-temps, scandale, la femme de Monsieur Fillon euh, a eu un travail fictif, elle a ramassé 500 000 euros en 8 ans, tatati, tatata. Bon. C'est comme je vous l'ai dit l'autre fois, tout ça, ce sont des pratiques. En Belgique, il y a un autre scandale, je ne suis même plus, hein, avec un ministre qui a démissionné, Firlan, je crois qu'il s'appelle. De nouveau, mélange vie privée, vie publique. Enfin, à chaque fois, c'est la même histoire. Donc, en fait, je ne vais pas non plus tomber dans la rhétorique d'extrême droite qui consiste à dire tous pourris, ça sert à rien, etc. Euh, Parce que, bon, on sait que dire ça, c'est évidemment ouvrir la porte aux extrêmes. Parce qu'en fait, la situation qu'on a maintenant, pour ceux qui connaissent l'histoire, elle ressemble beaucoup à l'avènement d'Hitler. Hein. L'avènement d'Hitler, la première fois qu'il s'est présenté, il avait fait 2-3%, un score très médiocre. Mais, euh, à force d'avoir de la corruption, des promesses non tenues, de la crise, de manque d'emploi, etc., les gens ils disent finalement, bon ben, le fou là va peut-être nous sortir du trou. C'est un petit peu ce qui se passe avec Trump. Euh, j'ai suivi un petit peu ce qui s'est dit à CNBC, c'est la chaîne de la bourse américaine. Bon, ils sont contents, mais en même temps ils rient jaune parce que ils se disent la bourse monte, tout le monde est très optimiste, mais finalement nous sommes dans le blabla. Le mur, combien, quand, qui va payer. Le gazoduc de je sais pas quoi, il a signé un papier comme quoi il va pouvoir se faire. Parce que bon, c'est business, business. Tant pis pour l'écologie, tant pis pour plein de choses. Bon, ça on savait. Euh, donc, bon, les économistes commencent à se poser la question. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Est-ce qu'il va faire? Et s'il va faire, à quel prix? Et avec quelles conséquences? Donc, il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à réaliser que c'est un peu brutal tout ça, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et évidemment, ce qui est à craindre, puisque nous sommes dans un monde mondialisé, c'est que les populations européennes, voyant des gens autoritaires à l'Est avec Poutine, autoritaires à l'Ouest avec Trump, se disent, nous aussi on veut un gars autoritaire, on en a marre de nos clowns euh, qui sont là avec encravatés, qui ne savent pas aligner trois phrases. Euh, enfin, moi j'ai vu Valls et Hamon.
Je ne sais pas, hein, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas des gens plus doués qu'eux pour parler à la télé. Apparemment, c'est ce qu'ils ont de mieux à nous servir, le PS. Bon, ça montre à quel point ça va mal. Des gens qui savent pas aligner trois phrases, qui bégayent, qui se trompent de mots, qui reviennent en arrière. Non, j'ai pas voulu dire ça, truc. Qui rit jaune bêtement. Enfin, c'est assez hallucinant. Même en théâtre, je crois pas qu'ils auraient un rôle. Donc, ils sont très mauvais à tous les points de vue. Mais bon, ceci étant dit, euh, hier j'ai entendu, et je vous invite à l'entendre, je la remettrai, elle est sur mon mur beaucoup plus bas, parce que bon, entre-temps, il y a eu d'autres messages. Je vous invite à écouter, pour ceux qui ont une heure et demie à consacrer, la conférence de Laurent Ozon sur l'Open Society, donc c'est l'association de George Soros. Bon, Soros, c'est pas son vrai nom, je sais plus son vrai nom, c'est quoi. C'était très intéressant et ça aide à comprendre pas mal de choses, des choses dont je me doutais, dont par intuition je pensais, mais que là, avec les faits, j'ai vu qu'effectivement, euh, on est vraiment face à quelque chose de très étonnant. Si je dois résumer, pour ceux qui ne vont pas l'écouter, parce que je me doute bien que tout le monde n'aura pas la patience ni l'envie d'écouter, si je dois résumer l'affaire, ce serait de dire la chose suivante. Les gens comme Soros, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, etc., etc., même s'ils sont d'origine juive, c'est pas le nœud du problème. En fait, ces gens sont une espèce une espèce de secte financière qui est composée de toutes sortes de gens. Il n'y a pas que des juifs d'ailleurs. Et leur but, c'est dans chaque pays de soutenir et de financer les associations qui vont bousculer l'ordre établi et l'État en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en Ukraine, il faut financer, soutenir les Femen pour X, Y raison, anti-russe, machin, on le fait. Et si en France, il faut financer le CCIF, on va chercher Marwan machin à sa table de trading à Londres et on le forme et on le lance comme responsable du CCIF. Il parle bien, il a de la répartie, il n'a pas peur, il n'est pas timide, donc c'est bien. Et en fait c'est très logique parce que donc en fait ces gens font des paris financiers sans état d'âme. Ça ne préoccupe pas du tout de savoir. Parfois, c'est contre l'intérêt des Juifs. Ils ont parfois des décisions antisémites. Et donc, c'est vrai que c'est un aspect que je n'avais pas mesuré. C'est le fait en réalité, leurs investissements et leurs objectifs l'emportent sur leurs origines. Ce qui compte pour eux, même s'ils doivent faire de l'argent sur le dos de leur communauté, ils le font. Même s'ils sont complètement anti-islam, si on peut déstabiliser la France et créer comment dirais-je, une ambiance de confrontation entre les identitaires, les laïcs, les musulmans, etc., ben, on l'a vu, enfin, je suppose que toute personne moyennement intelligente a compris que l'histoire du Burkini de cet été était une histoire complètement montée de toutes pièces. C'était une affaire qui était complètement téléguidée, moussée dans les médias, etc. Ça veut dire quoi en fait? C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'en fait, ces gens qui sont dans l'ombre et qui ne sont pas spécialement les juifs, les juifs, les juifs, il faut un peu arrêter avec ça, c'est plus compliqué que ça. Euh, Ces gens, euh, ils ont des projets à très long terme et ce qui se met au travers de leur route, tout est bon pour les détruire. Euh, voilà, eux-mêmes manipulés. D'ailleurs, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. À l'époque du nazisme, je ne suis pas un expert de l'histoire allemande, etc., mais de ce que j'ai lu et entendu, il y avait eu des juifs qui ont participé d'une certaine manière à ce qu'on appelle l'Holocauste pour des questions d'intérêt. Il ne faut pas non plus surestimer les gens au-delà des appartenances noires,
catholiques, musulmans, juifs. Il y a également les instincts humains, la soif de pouvoir, les désirs divers, etc. Ce qui explique, par exemple, pourquoi un noir américain peut vendre du crack à des adolescents afro-américains comme lui, parce que business, c'est le business. En général, le principal client des dealers maghrébins dans les cités, ce sont d'autres maghrébins. Donc, il ne faut pas toujours dire que le communautarisme l'emporte, etc. Pour beaucoup de gens, pour pas dire la majorité, ce qui compte sont leurs intérêts personnels. Et donc ces gens, Soros et compagnie, Attali, donc tous ces gens en fait qui étaient à fond derrière Hillary Clinton, Obama, etc. Je vous rappelle qu'Obama a été financé par George Soros, qui voulait en fait pousser à ce que il savait, c'est des gens intelligents, il savait très bien que le blanc américain, qui est encore majoritaire, il faut quand même pas oublier, parce qu'on a tendance à croire qu'il y a des noirs partout, qu'il y a des hispaniques partout en Amérique, dans tout le centre de l'Amérique, Alabama, Kansas, Colorado et compagnie, la majorité écrasante des Américains sont des blancs. Et des blancs à l'ancienne, comme on dit. Hein. Et je veux dire, ces gens savaient très bien qu'en imposant un candidat d'origine bon, noire, parce que c'est aussi un autre problème qu'il y a, on ne le dit jamais assez, mais il faut quand même le souligner aussi, dans la mentalité raciste ou inconsciemment raciste dans laquelle on vit, il y a une grande injustice qui est faite, c'est que quand une personne est à moitié noire et à moitié blanche, je prends le cas de Dieudonné par exemple, qui est à moitié breton et moitié camerounais, eh ben, pour le blanc, c'est un noir. C'est-à-dire que dans la mentalité du blanc, à partir du moment où on a un peu de sang noir, on a les cheveux durs, on est un petit peu basané, on est un noir. Parce qu'il y a cette idée de pureté que si on n'est pas complètement blanc, ben on n'est pas un blanc. Et donc on n'hésite pas à faire ce raccourci qui est évidemment totalement faux d'un point de vue scientifique, qui est de dire ben, un métis c'est un noir, un carteron c'est un noir, et d'où les déclarations stupides qu'on entend parfois qui disent par exemple le premier noir président, le premier noir à la télévision, etc. On dit ça parfois pour des gens qui sont un quart noirs ou à moitié noirs, enfin bref. Et donc, Soros et tous les gens autour de lui, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, ce sont des organisations avec toute une série de gens autour, des familles, des machins, euh, il savait très bien, quelque part, que ça déstabiliserait l'Amérique, qu'un homme noir gouverne des blancs, qui souvent n'aiment pas les noirs ou les considèrent comme inférieurs. Et aussi, il savait qu'en promettant des mesures irréalistes, telles que la fermeture de Guantanamo, la restriction sur les ventes des armes et compagnie, que voilà, qu'à un moment donné, ben, les gens allaient être refroidis et que ça allait déstabiliser. Et pour le moment, Soros est très mécontent, et c'est d'ailleurs très inquiétant qu'il est mécontent, parce que la victoire de Trump apparemment n'était pas prévue. Je ne sais pas, hein, mais c'est ce qui semble apparaître. La victoire de Trump n'était pas prévue et il aurait perdu énormément d'argent parce que les positions de Soros et de son groupe prenaient en compte une victoire d'Hillary Clinton et apparemment d'autres mafias, parce qu'il n'y a pas que la mafia Soros, d'autres mafias ont interféré dans cette élection et ont permis à Trump de gagner. Donc, je ne vais pas refaire l'audio que j'ai pas encore publié sur YouTube, d'ailleurs, je m'en excuse. L'audio de la semaine passée, enfin, vidéo de la semaine passée qui s'appelait La guerre des mondes. La guerre des mondes, où j'expliquais tout ça en détail. Mais manifestement, en fait, maintenant, nous sommes pris en tenaille par des intérêts divergents. Et évidemment, ça va créer tout un sentiment d'incertitude, de tension, de crainte, etc., etc. Et évidemment, les politiciens vont jouer là-dessus pour s'attirer un électorat. Tout le monde a quand même, enfin tout le monde, certainement qu'au niveau de la gauche en France, là je rentre dans le cœur de la question, ils se sont réunis et ils ont parlé. Ils ont dit,
tout cas dans l'entourage de Benoît Hamon, si on n'ouvre pas grand la porte aux musulmans et aux arabes, parce que bon, même s'ils ne sont pas très pratiquants, ils en ont quand même un peu marre que ils s'identifient. Je veux dire, une maghrébine ou un maghrébin qui n'est pas pratiquant ou qui, je sais pas, qui s'intéresse pas à la religion, il a quand même ce petit côté, il y en a marre qu'on tape sur l'islam, il y en a marre qu'on tape sur les voilés, c'est toujours nous. Bon. Donc il y a ce petit côté identitaire. Et certainement qu'au niveau de l'entourage de Hamon, on a, euh, on s'est dit, si on veut avoir une chance de passer au deuxième tour, il faut qu'on ouvre la porte à toute une série de gens qui ne votent pas. Et il faut les mobiliser d'abord pour faire barrage à Valls et ensuite pour pouvoir avoir une chance contre Macron, Fillon et Marine Le Pen. Bon, apparemment, la bande à Soros, qui, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, la bande à Soros qui veut Macron. Macron est un produit de Rothschild, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Il est soutenu par Jacques Attali. Donc, eux aussi, ils travaillent, ils font leurs calculs. Et donc, la bande à Soros, dans le sens large, font tout ce qui est possible et imaginable pour présenter Emmanuel Macron comme un réformiste, un gars qui va faire les choses différemment, un gars qui n'est pas fondamentalement anti-religieux, etc., etc. Euh, et ils ont déjà une première victoire parce que je suis convaincu qu'ils sont derrière l'affaire Fillon, puisque c'est le Canard enchaîné qui a révélé l'information. Il y a une certaine Christine Kelly qui évolue dans cette sphère progressisto-moderne qui est derrière l'affaire aussi. Je pense que la bande à Soros a torpillé Fillon. Pourquoi? Parce que, écoutez, le calcul, c'est très pervers. Et ça me semble assez clair. Je vais expliquer et puis chacun pensera ce qu'il veut. Si les Français se retrouvent avec un choix qui est le suivant, soit Marine Le Pen, on sait ce que ça veut dire, sortir de l'Europe, sortir de l'euro, racisme, fermer les frontières, enfin bref. Tout le monde sait que, en dehors des mécontents et du noyau dur, elle ne peut pas dépasser les 30%. Bon. Mais elle est quand même, elle représente aujourd'hui donc le premier parti de France et elle serait la première, comment dirais-je, en termes de pourcentage au premier tour. Mais elle plafonnerait autour de 30%. Bon, donc elle n'a aucune chance, mais elle est utile parce qu'on peut s'en servir comme épouvantail pour faire peur. C'est important. Un épouvantail, ça sert dans un champ à éloigner les oiseaux. Donc on met un épouvantail. Ensuite, on a Fillon, Macron et sans doute Hamon. Mais alors regardez le tableau qui se passe maintenant. On a Marine Le Pen, la nazie. Attention, le nazisme, la République, il faut sauver la République. Mobilisons-nous, le vote citoyen, machin. On connaît déjà toute la chanson à l'avance. On a Fillon qu'on vient de salir jusqu'aux oreilles. Il a employé sa femme, machin, 5 000 € par mois. Elle travaillait pas vraiment. Vous voyez, c'est un menteur. Nan, nan. Déjà que Fillon, il a gagné sur le bénéfice du doute, étant donné que tous ceux qui concouraient avec lui au premier tour étaient tous déjà corrompus jusqu'à l'os. Copé dans les affaires, Sarkozy dans les affaires, Juppé dans les affaires. Bon, maintenant lui aussi est dans les affaires. Bon, évidemment, Marine Le Pen ne va pas se gêner dans les débats pour salir Fillon, vous voyez, machin, etc. Ils sont tous les mêmes, UMPS et compagnie. Quant à Hamon, ça va être une cible extrêmement facile pour Marine Le Pen, parce qu'elle va s'empresser de démontrer aux Français, en majorité islamophobes, soyons honnêtes, soyons sincères, on le sait tous, que la majorité des Français n'aiment pas l'islam, ne veulent pas l'islam, sont pas prêts à voter FN pour ça, mais n'aiment pas l'islam. Bon, voilà, c'est leur droit d'ailleurs. Marine Le Pen et Fillon d'ailleurs vont
avoir plein d'arguments dans les débats contre Hamon pour le démolir et faire peur aux Français. Avec vous, on va être envahi de réfugiés, et dans ces réfugiés, il y aura des gens de Daesh qui vont se cacher, et s'il y aura des morts, ça sera votre faute, on prévient les Français, le projet de Hamon est suicidaire, machin. Enfin, je peux déjà écrire les discours à l'avance, tellement c'est simple. Et les Français vont trouver que Hamon est un gentil clown qui veut donner de l'argent à tout le monde, on ne sait pas trop comment, et qui veut ne pas être trop contre l'islam. Donc en fait, Hamon va surtout ramasser les voix des immigrés, de quelques gens de gauche, ça va s'arrêter là. Puis avec l'éparpillement, il y aura aussi Mélenchon, mais bon, tout le monde sait que c'est un franc-maçon, donc voilà. Enfin, bref. Et au final, en fait, qui émerge comme monsieur propre dans cette affaire? Eh bien, le pion Attali Soros, Macron. Le nouveau, le jeune, le courageux, le réformateur, celui qui n'est pas encore sali dans des affaires, celui qui ne dit pas un mot de trop ou trop peu, etc. Et c'est comme ça qu'à mon avis, ils font le pari Macron en essayant de démolir tout ce qu'il y a autour. Le Pen nazi, Fillon corrompu, Hamon l'islamo-friendly, Mélenchon le franc-maçon communiste. Bon. Et moi, pourquoi j'arrête pas de dire, enfin moi et d'autres, hein, dont certains d'entre vous, pourquoi j'arrête pas de taper sur le clou de ne pas voter? Parce que il est évidemment totalement abject que les musulmans se mêlent à cette mascarade où bien entendu quelqu'un comme Hamon, avec les discours qu'il tient et qui il sait lui-même utopique et qui n'arrivera pas à gagner avec ça, il est important qu'on se mêle pas à tout ça. Parce que, en fait, on saute d'un pion à l'autre. Ah, Bayrou, il est pas si méchant. Ah, mais Macron n'a jamais essayé. Ah, ben, ouais, mais t'as entendu Hamon, il a dit le voile, machin. Ah, oui, voilà, etc. Ouais, mais il a aussi dit qu'il fallait raser la Syrie et que Valls avait très bien fait en Syrie et au Mali. Bon, ça, personne n'a entendu. On a surtout entendu, ouais, le voile, le voile. Malheureusement, comme je l'ai souvent dit, notre religion elle est très axée sur les briques des mosquées et sur les tissus, sur les têtes de nos femmes. Et au-delà de ça, ben, le reste, on s'en fout. Homosexualité, guerre à l'étranger, économie, emploi, délocalisation. Tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est notre voile. Et si on peut construire la grande mosquée, le grand temple de Monsieur Oubrou à Bordeaux de 15 millions d'euros. C'est tout ce qui compte. Et pour le reste, s'il faut aller faire les chimpanzés à Chalon-sur-Saône pour devenir des imams de France, c'est pas grave, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Bon. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, oui, ben, c'était prévisible, je l'avais écrit dans Facebook, j'ai dit, ben, Hamon, intelligemment, il joue la carte arabe. Et ça lui permettra d'éliminer Valls, sans doute, mais ça lui permettra certainement pas de gagner la présidence. La présidence va se jouer, maintenant que Fillon a plus ou moins grillé, entre Macron et Marine Le Pen. Et comme Marine Le Pen, on va dire, cordon sanitaire et compagnie, bah, l'improbable devient probable. Le pion de Rothschild pourrait devenir président. Bon. Moi, évidemment, j'avais tablé sur Fillon parce que je n'avais pas imaginé qu'on allait réussir à le salir et que le gars était corrompu comme les autres. Il m'avait l'air plus ou moins chrétien, plus ou moins, comment je vais dire, sobre. Au final, c'est le même cirque. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce passage dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit si tu voyais ce que cache leur cœur, c'est encore pire. Et c'est ça en fait, nous on juge toujours sur les apparences. Oui, mais regarde l'abbé Pierre quand même, et Coluche, machin, Mère Teresa, Sœur Emmanuel. On est beaucoup dans le jugement des apparences, hein, on est des spécialistes là-dedans. Et on ne donne pas du tout de crédit à ce que Allah Azawajal nous dit quand il dit que quand quelqu'un n'est pas guidé vers l'islam, c'est qu'il cache un mal en lui. Allah n'est pas injuste. Il ne va pas laisser quelqu'un dans l'égarement s'il est un bienfaiteur avec un cœur pur. Comment on peut imaginer ça? C'est impossible. Mais bon, c'est des concepts qui, de nouveau, ne nécessitent pas de passer 40 ans à Médine, mais apparemment c'est déjà un problème. Ceci étant dit, bon voilà, je vais fermer la parenthèse. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, enfin c'est pas soit. Je fais fermer la parenthèse politique parce que j'ai pas grand-chose à rajouter et je vous renvoie aux anciennes vidéos. Je ne sais plus les titres, il suffit d'aller dans le blog ou sur YouTube.
pour écouter tout ce que j'ai à dire là-dessus, la mafia, les 5 familles, la guerre des mondes et compagnie. Voilà, tout a été dit là-dessus. Euh, Si maintenant il y a des questions plus précises, vous pouvez les écrire, hein, je les lis là, je vois. Mais ça va être des redites. Ça va être des redites. Alors je sais, on va me dire, oui, mais c'est le moindre mal, on doit chercher le moindre mal. Je ne sais pas, est-ce que vous jugez que Hollande, par rapport à Sarkozy, ça a été un moindre mal par rapport à Sarkozy? Je ne sais pas. À quel niveau? Est-ce qu'il y a eu des permis de bâtir en plus ou en moins? Est-ce qu'il y a eu des lois favorables? Est-ce qu'il y a eu des guerres en moins? Je ne sais pas. Voilà. Oui, ouais, ben, voilà. Oui, oui, oui. On juge sur ce qui est apparent, mais en sachant que si quelqu'un n'est pas guidé vers l'islam, c'est il cache en lui un mal encore plus grand. Il ne faut pas oublier que quand on a, ça c'est logique de nouveau, hein, quand on n'a pas l'espoir d'un jour du, enfin un espoir, quand on ne redoute pas un jour du jugement et quand on ne conceptualise pas le fait qu'il y a un enfer et un paradis, il est évident en fait que ce bas monde devient un but en soi et que donc évidemment tous les coups sont permis. Comment voulez-vous que ces gens, une fois qu'ils sont ministres, ils se disent pas, bon, mon fils, je lui mets un stage là-bas, et puis je téléphone au gars pour dire, bon, écoute, c'est mon fils, machin, un truc. Pourquoi vous voulez pas que madame qui s'ennuie à la maison à ses casseroles, ils la mettent pas derrière un bureau pour qu'elle ramasse 5 000 € par mois en venant 2, 3 jours par mois, le reste du temps elle fait des shopping je sais pas, des activités diverses. C'est très tentant pour des gens en fait qui savent que en fait c'est un système mafieux et c'est le plus malin qui arrive à s'asseoir au banquet où il y a les fruits, les viandes succulentes. Et donc il dit si c'est pas moi qui le fais, moi c'est souvent ce qu'on m'a dit. Hein, moi j'ai beaucoup voyagé, surtout par le passé, et je parlais toujours avec les gens, j'essayais de comprendre les mentalités, etc. Et je me rappelle que par rapport à la corruption, on m'a toujours répondu la même chose là où j'allais. On m'a dit mais si moi je le fais pas, c'est un autre qui le fait. Euh, et les gens sont habitués comme ça. Donc vous voyez, à un moment donné, c'est pour ça que quand on parle des pharaons, des gens qui se pharaonisent, il y a plusieurs coupables. Il y a celui qui se proclame pharaon et il y a celui qui le traite en pharaon. C'est pour ça qu'on dit en islam souvent qu'il faut faire attention avec les compliments, etc. Parce qu'à un moment donné, à force de dire à quelqu'un euh, euh, tout ce que vous dites est juste, vous avez raison, ah, c'est formidable, machin, la personne développe en lui une espèce d'autosatisfaction qui fait que, oui, il se sent un pharaon et le devient parfois parce que les gens poussent à ça. Regardez dans les meetings, quand on voit Macron qui exulte avec les gens qui sont là, avec leur portable, qui filment. C'est enivrant, c'est une ivresse, hein, et on doit tous demander à Allah d'être préservé de ça. Moi, honnêtement, euh, souvent on me dit, tu devrais faire les choses plus professionnellement, fais un livre, euh, tu sais parler, tu pourrais te mettre en avant, etc. Euh, Moi, je dois vous avouer que déjà, à ce petit niveau-là, avoir 2 000 3 000 visions, avoir 500 600 amis, c'est déjà un problème suffisamment important à résoudre. Et je n'aimerais pas, parce que je me considère comme faible, je n'aimerais pas devoir commencer à gérer des applaudissements, des cris, des compliments, comment dirais-je, des invitations, des trucs honorifiques. Je ne vais pas citer de nom. Vous avez un petit peu vu ce qui a été dit sur mon mur cette semaine. Mais quand on est là, qu'on vous dit docteur, professeur, son éminence, nous fait le privilège de venir parler à notre conférence, à la fin, ces gars qui font ça, tous musulmans qui sont, ben, ils se sentent un petit peu des surhommes, quoi. Et quand on se sent un surhomme, ben, on a l'impression que tout nous est dû. On a soif de plaisir, de pouvoir, de, de reconnaissance, de compliments, etc. Et franchement, c'est vrai, la reconnaissance publique, enfin, il y a plein de textes savants là-dessus, hein, dans le livre
Dans le fameux livre que tu m'avais prêté, Walid, justement, donc les six grands imams, on voit que c'est quelque chose qui revient souvent. La peur d'être connu, la peur de laisser des écrits qui vont égarer. euh, Parce que, voilà, les gens qui craignent leur Seigneur, ils craignent de se tromper et de tromper les gens. Et ils craignent d'être enivrés par la reconnaissance publique. Enfin, il faut quand même lire un peu les textes, hein. Certains savants de l'époque euh, pouvaient réunir des assemblées de dizaines et de dizaines de milliers de gens qui venaient écouter. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, machin. Aller écouter un homme de science, c'était un spectacle. Et donc, évidemment, les humains sont tous prédisposés à, à subir ça. Euh, et donc, voilà. Euh, voilà, ceci étant dit, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je vais continuer. Euh, il y a eu un petit... bon, c'est un autre sujet au montage. Je vais couper ici, ça fera deux vidéos, c'est pas grave. Euh, il y avait un autre sujet, bon, qui est un sujet qui revient sans cesse, hein, et qui crée toujours des polémiques, parce que toujours je me dis, tiens, c'est étonnant, je lis des commentaires de gens que je sais qui écoutent les audios, et je me dis, tiens, ils n'ont pas écouté, ou ils n'ont pas compris, ou ils ont oublié. Et en fait, on doit à chaque fois revenir avec ce sujet, la question homme-femme, mariage, etc. Et je suis toujours étonné, en fait, de voir, de nouveau, je ne vais pas citer de nom, rassurez-vous, je suis toujours étonné de voir des réactions très, très, très caricaturales et qui sont très, qui mettent tout le monde dans un même sac. Les hommes, tous des salauds, il y a plus que des bras cassés, les sœurs d'aujourd'hui, machin, etc., etc. Et à un moment donné, tout le monde est dans la complainte, tout le monde est dans le fait de montrer du doigt et de se plaindre de sa situation. Parce que je vous le rappelle, quand quelqu'un publie beaucoup euh, des propos ou des textes qui mettent en avant sa solitude, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas anodin. Il y a un message qui veut être envoyé vers les autres. Et c'est évidemment quelqu'un qui en souffre, quelqu'un qui est heureux dans sa solitude. euh, il est plutôt, il est plutôt comment je veux dire, joyeux face à sa situation. D'ailleurs, c'est pas du tout un signe de mal-être ou de maladie que de souffrir de solitude et de vouloir se marier. C'est plutôt bon signe, puisque dans la nature des choses, c'est voulu. Mais le problème qu'il y a, c'est que tout le monde autour de moi, tout le monde autour de moi veut se marier. Euh, les jeunes, les moins jeunes, les divorcés, etc., etc. Euh, mais c'est le problème, c'est la suite. La suite, c'est en fait que on n'est pas prêt. Quand je dis on, c'est tout le monde. On n'est pas prêt à rentrer dans un mariage en sortant de sa condition d'avant. C'est-à-dire qu'on rentre dans un mariage en transportant avec soi les ressentiments, les blessures, les mauvaises expériences, les mauvais soupçons, les mauvaises manières. Vous savez, quand on parle des mauvaises manières, j'espère qu'on m'entend toujours, hein. Quand on parle des mauvaises manières, beaucoup de gens ils pensent que on parle des vulgarités, qu'on parle de manquer d'attention, qu'on parle de ne pas faire de cadeaux, d'être avare, je ne sais pas quoi. Les mauvaises manières, ça peut être d'autres choses beaucoup plus perfides, beaucoup plus insignifiantes en apparence, mais qui sont très usantes à la longue. Les mauvaises manières, c'est par exemple, euh, si vous avez pris l'habitude dans votre vie de célibataire, d'avoir le blues, de regarder par la fenêtre, d'avoir des crises d'angoisse, de voir tout en noir, etc. Il faut vous dire une chose, c'est que si vous transportez ce comportement-là dans le mariage, ça va être très mal vécu par l'autre, parce que l'autre va dire, c'est moi, c'est moi qui lui suscite tout ça. C'est à cause de moi qu'il ou qu'elle se sent comme ça. Ça veut dire que je la rends pas heureuse. Ça veut dire que je ne l'apporte pas une plus-value. Et toute personne croyante de surcroît, qui ne sent pas que l'autre est quelque part heureux avec lui ou avec elle, euh,
il va, comme une éponge, s'imbiber de ce mal-être. Et il va lui-même se sentir mal. Et à un moment donné, quand tout le monde se sent mal, un couple n'a plus de raison d'être. Comment vous voulez euh, construire un couple solide, durable, qui après aura des enfants qu'il faut éduquer, vous connaissez la chanson, avec tous les sacrifices que ça suppose, si la base de ce couple, c'est euh, le manque de communication, les mauvaises manières, l'impatience, les mots qui heurtent, les longues bouderies, puis à leur étape supérieure, les cris, les coups, bon, bref, je ne vais pas jusque-là. Euh, et c'est pour ça, je le dis et je le redis, je ne le dirai jamais assez, à un moment donné, quand on n'a pas résolu certains problèmes intérieurs avec soi-même, il faut vraiment avoir le courage de patienter parce que si vous vous mariez et que vous avez tout ça en vous, euh, vous allez contaminer l'autre. Et il n'y a rien à faire. Euh, je veux dire, il n'y a personne ici qui est un saint ou une sainte. Euh, Personne n'a envie de subir d'une manière quotidienne une situation négative, on va dire ça comme ça. Il n'y a personne qui est capable de ça. Oui, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, bon. Et alors après, quand cette habitude s'installe, il ne faut pas venir pleurer quand on dit la sœur me demande son rôle, elle part avec un autre frère, le frère m'a divorcé, je me retrouve avec des gosses, salaud, il va me payer une pension alimentaire, tous les mêmes, etc. Parce que, vous savez, se plaindre, bon, c'est très facile. Moi, j'étais un grand spécialiste de me plaindre. Se plaindre, c'est quelque chose de très facile. On s'exonère de toute responsabilité. On met tout sur le dos de l'autre. Et on se venge à travers les revendications financières, les enfants, les jours de garde, etc., etc. C'est pas une attitude constructive, c'est pas islamique, c'est pas positif. Et surtout, ça tient pas compte du bien-être des enfants, malheureusement. Euh, D'abord, la première chose, c'est que des musulmans, quand ils sont en couple et quand ils sont mariés et que les choses se passent mal, se passent mal, vous voyez ce que je veux dire, à un certain niveau à un autre, il faut à un moment donné se poser la question et faire un examen de conscience et se dire euh, qu'est-ce que je fais, moi, ou qu'est-ce que je ne fais pas dans ma vie avec cette femme ou cet homme qui fait que cette personne est nerveuse, se plaint, me reproche des choses. Est-ce que quelque part, j'ai pas été le détonateur de ça? Moi, je trouve très malheureux en fait que les gens ne font pas cet effort-là. Je le vois rarement, hein. Et quand je parle avec des gens qui ont des problèmes de couple et que j'essaie un petit peu d'aider, j'entends rarement ça. Oui, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai exagéré là-dessus, j'ai exagéré sur ça. On est souvent dans, oui, il m'a fait ça, et il a fait ça, et puis il a écrit ça, et il m'a dit ça devant tout le monde, et il m'a humilié, et truc. On est souvent dans ce genre d'attitude. Et ça, malheureusement, bon, ça peut soulager l'ego, ça peut nous faire croire que nous sommes des victimes. Mais bon, ça, par exemple, nous, les musulmans, on aime beaucoup faire les victimes, hein. On n'arrête pas à tous les niveaux. Ah, les juifs, Israël, oh là là, Sarkozy, truc, le gouverneur. Bon, c'est toujours la faute de mille et une personnes, sauf de soi-même, hein. Comme je l'ai dit souvent, on va jamais dire à un moment donné, je me plains de ma situation, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une alternative? Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver des solutions dans le halal? C'est des questions qu'il faut se poser. Qu'il faut se poser. Par contre, c'est là où ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Parfois, il faut savoir trancher vite dans des situations. Parce qu'il y a des situations qui demandent de la retenue et du travail sur soi. Et il y a des situations qui demandent d'agir vite. Agir vite, c'est par exemple
il y a beaucoup d'exemples hein, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand dans un mariage on fait face à un mensonge, c'est-à-dire qu'on constate quelque chose d'important et qui nous heurte fortement, qu'on ne nous avait pas dit avant. C'est quelque chose il y a beaucoup de sources qui montrent que c'est des situations qui ont été tranchées rapidement. Euh, enfin, vous connaissez tous l'histoire, enfin, je suppose, de cette femme qui avait une maladie de la peau. Ça n'avait pas été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'en est aperçu, il a rendu la dot à la femme et il n'a pas été plus loin dans ce mariage qu'il n'a pas consommé. Et le fait de mentir, c'est pour ça que je dis toujours aux gens dans les rencontres de mariage, ne mentez pas. Ne mentez pas sur vos mauvaises habitudes, sur vos attentes. C'est important les attentes. On me dit oui, mes trucs, Archouma, les trucs qui se disent pas, vous les convertis, machin. Il n'y a pas de vous les convertis. Moi, chaque fois qu'on me dit ça, je renvoie les gens vers le site sajiddin.com intitulé L'importance du sexe en islam. Bon. Parce que quand c'est moi qui le dis, ah, salaud, pervers, machin, bon. Alors je dis, ben, allez lire là-bas, vous allez voir que ce que je dis est très gentil, à côté de ça. Alors là, ça passe parce qu'on dit, Kardawi il a dit, machin a dit, Faouzan a dit. Ah, alors ça va. Si c'est l'autre qui dit, c'est quoi ce pervers, on ne veut pas entendre. Mais oui, avant de se marier, il y a toute une série de sujets qu'il faut aborder. Parce que euh, il y a quelqu'un, quelque part, qui nous correspond. Et se jeter dans les bras du premier ou de la première venue, c'est pas spécialement la solution. Euh, Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit souvent, euh, quand on n'a pas consulté Allah comme il faut, quand on s'est beaucoup laissé guider par ses yeux, ses oreilles, ses passions, etc., on n'est plus très neutre et parfois on fait des choix euh, dans lesquels n'intervient pas beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et on s'étonne de l'issue défavorable. Alors pourquoi je dis ça? Je vais essayer de m'expliquer parce que malheureusement, quand on tourne autour du pot, euh, c'est pas clair. Voilà. Dans les êtres humains, il y a des natures. Il y a des natures, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comment je vais dire, très physiques, des gens très cérébrales, des gens moitié-moitié. Il y a des gens qui ont du rejet, ça existe. Il y a des gens qui ont du rejet pour le physique. Il y a des sœurs qui sont des sœurs parfois très, comment je vais dire, élégantes, belles, enfin, voilà, on va dire ça comme ça, mais dont on ne connaît pas l'historique. Évidemment, tout le monde ne se vante pas d'un historique douloureux. Je pense à des abus dans l'enfance, une première expérience matrimoniale, comment dirais-je, j'allais dire désagréable, mais c'est pas le mot, on va dire, je sais pas quel mot dire, qui fait que, surtout quand on est une femme, on est marqué par ça. Et un frère, avant de dire elle a des beaux yeux, elle me plaît, etc., il doit prendre le temps de quand même d'étudier le cas de la femme qu'il veut épouser, parce qu'une fois qu'il l'aura épousée, il va devoir gérer des situations parfois inattendues. Il y a des femmes, c'est des histoires voilà, qu'on entend, dont on peut parler sans hurler à la perversion. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, avant plusieurs semaines, pour toute une série de raisons, ne peuvent pas consommer avec leur mari après le mariage. Alors, il y a des frères, ils tombent de haut, surtout les jeunes frères. Ils disent, oui, mes trucs, c'est mon droit, qu'est-ce qu'il y a? En fait, elle m'aime pas, je la dégoûte. J'ai dit non, parfois c'est lié à d'autres choses, c'est des peurs de l'enfance, des traumatismes, des schémas, des idées qui ont été mises en tête, etc. etc. Euh, tout le monde n'est pas préparé à affronter la psychologie féminine et masculine. Une femme va dire, ah, il est empressé, il ne pense qu'à ça, etc. Non, c'est pas ça, c'est la nature. Un homme peut être très romantique et beaucoup aimer une femme, je dis aimer d'une façon euh, profonde, pas physique, mais à avoir un physique qui réagit fortement à cet amour et donner l'impression
il est submergé par ses désirs sexuels, entre guillemets, et que donc il n'aime pas vraiment. Ça fonctionne pas. Une femme et un homme, ça fonctionne différemment. Mais il faut quand même un minimum prendre le temps de parler avant pour confronter les natures. Je n'ai pas dit qu'il faut entrer en tous les détails. Bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on découvre dans le mariage, mais il faut quand même un minimum savoir les natures. Après, ça ne veut pas dire que parce que l'autre a une autre nature que soi, que le mariage n'est pas possible, mais on doit quand même savoir à quoi s'attendre. C'est très important, mais c'est pas que dans le mariage, c'est dans tout. On doit savoir à quoi s'attendre dans la vie. Voilà, moi je vis dans une commune relativement calme, un peu chic, etc., etc. Et je savais, avant de venir, que ici, il y avait peu de musulmans, il n'y avait pas de mosquée. Donc, voilà, il ne faut pas que je dise, oh là là, je vais redéménager, il n'y a pas de mosquée, je savais pas. Non, il faut étudier la situation avant de faire des pas en avant. Sinon, on n'arrête pas de passer d'un appartement à un autre, d'un mariage à un autre, d'une voiture à une autre, d'un projet à un autre, etc., etc. Et je trouve que, je le vois même dans les commentaires Facebook, je trouve que c'est ce qui nous manque le plus à nous les musulmans. Beaucoup d'entre nous ont des grandes connaissances, lisent beaucoup, font des posts parfois très longs, mais très intéressants, avec des références historiques, etc. C'est bien. Euh, mais je constate un grand déficit au niveau approche psychologique des choses. Quand on dit psychologique, les gens, ah quoi, Freud, Kouffar, machin. Non, la psychologie n'appartient pas à Freud. La psychologie, c'est en fait les comportements humains, le fonctionnement de l'humain par rapport à ses acquis, son milieu social, sa nature, son appartenance sexuelle, euh, ses idées préconçues, son entourage, sa famille, les livres qu'il a lus, les films qu'il a vus, etc. Tout ça, ça construit, ça construit une personnalité et on me dit, on me répond à ça, l'empressement vient de Shaitan, tout à fait, et on me dit à ça, oui, mais tout ça, c'est des histoires d'occidentaux, chez nous, c'est plus simple que ça, etc. Moi, je pense pas, je pense que n'importe où dans le monde, même au bled, il y a des différences entre les gens. Je suis sûr que si on prend quatre filles, éduquées dans une même maison, dans le même village du Maroc ou d'ailleurs, on va trouver des natures différentes. Qui est un petit peu garçon manqué, qui est un petit peu timide, qui fait semblant d'être timide, mais dans le fond ne l'est pas, qui est aventurière, qui veut voyager, qui est plutôt casanière et a peur de partir à l'étranger. Il y a toutes sortes de natures, il y a toutes sortes de psychologies. Et donc, je refuse cette idée que une musulmane ou un musulman, c'est un robot. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est l'emballage, comment est son voile, comment est son djilbab, comment est sa barbe, etc. Ou souvent, j'entends, c'est quoi qu'on... Oui, ce frère avait de la science. Moi, j'aimerais qu'on me dise, ça veut dire quoi, avoir de la science? Parce que, vous savez, il y a comment ça s'appelle? Il y a des islamologues non musulmans qui ont beaucoup de science, hein. Bah, ils parlent même l'arabe parfois. Euh, je pense à, je ne sais pas si elle vit toujours cette femme-là, Anne-Marie Delcambre et d'autres, là, hein, tous ceux qu'on voit à la télé, etc. Des gens qui n'arrêtent pas de lire, d'étudier les chiites, les machins, les omeyyades, les abbassides, trucs, il s'est passé ça en Andalousie, parce que ceci, parce que cela. Bon, ils connaissent, ils ont de la profondeur, ils ont lu les textes, ils vous citent le Coran, etc., etc. Mais voilà, ils ne sont pas musulmans. Ou vous avez des musulmans qui ont tout ça, mais qui ont un mauvais comportement, mais qui sont des nerveux, mais qui sont des violents. Euh, oui, moi j'ai rencontré dans ma vie, dans des rencontres de mariage, des sœurs avec beaucoup de science, plus que moi, euh, mais qui étaient invivables. Bon, alors, moi quand même, j'aimerais quand même dire à tout le monde, faut un petit peu se calmer avec la science, parce que la science utile, c'est la science qui est mise en application. La science théorique, les grands blabla, les grands trucs, les copier-coller. Et Ibn Taymiyyah a dit dans le chapitre 8 du bouquin 5, il était mentionné que dans telle circonstance, truc. Oui, mais si elle me le dit en mettant au début pauvre type et à la fin hypocrite, je ne sais pas si sa science va m'apaiser et si le dialogue va être recevable. Donc, il faut un peu
oui, c'est bien, mais la science, ça s'apprend. La science, ça s'apprend, ça peut s'acquérir, mais le bon comportement et les mauvaises habitudes, une fois que c'est absent ou présent dans le cœur de quelqu'un, c'est autre chose. La science, ça peut toujours se rajouter par après. Un voile, un djilbab, un niqab, ce sont des choses qui sont mises en 5 minutes. Mais moi, ce à quoi je vous appelle, ce à quoi je m'appelle moi-même, c'est de beaucoup s'attarder sur comment réagit-elle dans une situation conflictuelle. Euh, est-elle patiente face à une situation difficile? Est-elle à l'écoute des arguments de son mari? Euh, A-t-elle la capacité à communiquer, à s'exprimer, à échanger des opinions et à donner des conseils de la meilleure des façons, sans humilier, sans rabaisser? C'est des choses comme ça qu'il faut voir. Parce que le reste, les voiles, la science, ceci, cela, c'est des choses qui parfois peuvent même cacher des monstruosités. Donc voilà, malheureusement, voilà, nous avons une déformation mentale qui fait que quand on parle de psychologie, les gens associent ça au kufr, au shirk, à Freud, etc. Et donc c'est rejeté d'un revers de la main, comme si quand on lit la vie des compagnons, on n'a pas mille et une sources qui nous expliquent leur caractère, leur façon de réagir, leurs tendances. Rappelez-vous, c'est un récit quand même assez étonnant, moi qui m'a étonné en tout cas, quand après la mort du prophète sallam, Abu Bakr al-Siddiq s'était insurgé, plus qu'insurgé, violemment sur le fait que des tribus récemment converties ne voulaient plus payer zakat parce que euh, le prophète sallam était mort. Euh, il s'est retrouvé devant Omar ibn Khattab, qui était pourtant connu pour être quelqu'un de plus carré et plus dur que lui, entre guillemets, à devoir lui le secouer. Donc on voit bien en fait que la psychologie humaine est très compliquée. On peut être dur avec certaines personnes et dans certains moments, et on peut parfois être trop mou ou trop laxiste dans d'autres moments parce que les circonstances font que. C'est très intéressant la psychologie humaine. Et ça aussi, je voulais dire, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. Vous savez, quand on dit je m'informe sur quelqu'un, je cherche des témoignages sur telle sœur, tel frère, etc. Comme j'avais déjà mis en garde sur les photos, je mets en garde là-dessus aussi. Je vais vous dire pourquoi. Si on prend mon cas, je ne vais pas toujours montrer les autres du doigt. Moi, effectivement, en présence de certaines personnes, femmes ou hommes, je suis quelqu'un de très désagréable. Je suis quelqu'un d'impatient, d'intolérant, de, je sais pas quel mot, en gros, quelqu'un qui pourrait, voilà, sembler être froid, dur, intolérant. Mais en présence d'autres personnes, je m'adoucis, je m'ouvre, je suis à l'écoute et je change. Et je pense qu'évidemment, je ne suis pas le seul à être comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire attention de ne pas juger les gens trop rapidement, parce que vous ne savez pas euh, pourquoi et dans quelles circonstances il a réagi de telle ou telle façon. Ouais, inattentif. Euh, donc, parfois, c'est les circonstances. C'est les circonstances qui font que... euh, je prends un exemple. Si je suis en compagnie de quelqu'un qui est très en désordre, qui met du bazar partout, qui ne trouve pas ses affaires et tout, je vais développer une espèce d'agressivité et d'impatience que je ne vais pas avoir avec quelqu'un qui est ordonné. Là, au contraire, ça va m'apaiser et je vais développer un autre caractère. Donc, nous avons tous un caractère qui est fluctuant en fonction des circonstances où on est et des personnes qui nous entourent à ce moment-là. Je suis sûr que si vous réfléchissez, vous allez me dire, oui, dès que je vois ma mère, elle me juge, ça me rend nerveuse, je suis sur la défensive, etc. Par contre, dès que je vois mon père, il me comprend, il m'écoute, alors je m'apaise. Voilà, on change. On change suivant les... Pardon. On change suivant les gens qui nous entourent.
Donc il faut faire attention de ne pas juger trop rapidement quand on vous dit tel frère c'est un nerveux ou tel frère c'est un mou, euh, ben, à tous les niveaux, hein, parce que ça dépend. Ça dépend, même si on parle de sujets plus pointus, on va dire, euh, un homme peut être très indifférent à une femme parce que elle ne lui inspire pas une certaine virilité, et à contrario, il peut l'être avec un autre genre de personne qui agit d'une autre manière, qui lui parle d'une autre façon, qui a d'autres gestes, qui a d'autres expressions, qui a une autre voix. Donc ça dépend. Voilà pourquoi, à un moment donné, il faut faire l'effort de consacrer du temps à parler sérieusement avec quelqu'un. Alors, quand je dis sérieusement, moi je parle pas allô, salam alaikum, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, c'était bien le cours. Ah d'accord. Et ta mère, elle est toujours fâchée contre moi. Ah, truc, t'as choisi la bague pour truc. N'oublie pas de mettre tel nom. D'accord. Et la salle. Bon, ça, c'est pas discuter. Ça, c'est pas comme ça qu'on va connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, ça veut dire, même s'il y a le mahram dans la pièce à côté, peu importe, c'est à un moment donné se retrouver en face de la personne et parler franchement, face à face, de toute une série de sujets et inviter l'autre à vraiment à s'ouvrir et à s'exprimer. Je veux dire, passer 6 mois, enfin, oui, enfin, je n'exagère pas, hein, passer 6 mois à organiser un mariage et à parloter de ce mariage au téléphone toutes les nuits, c'est insensé. D'abord, on perd son temps. Ensuite, on s'octroie une situation qui n'est pas réelle, puisque juste tant qu'il n'y a pas de mariage, ben, on est un homme et une femme étrangère l'un pour l'autre, et on se met dans une situation hybride. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça, je l'ai souvent dit aux sœurs avec qui j'ai échangé dans un but de mariage. Il n'y a rien de pire d'être dans une situation hybride, c'est-à-dire parler, 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 parler de plein de sujets, et à un moment donné être dans les familiarités alors qu'on n'a encore rien fait, parfois qu'on ne s'est même pas vu, en vrai, c'est insensé. C'est insensé parce que se créent des liens et des sentiments qui ne reposent pas sur une certitude que ce mariage va se faire. Donc, l'attitude la plus sage, la plus réaliste dans cette histoire, c'est à un moment donné de dire, bon, euh, ouais, enfin, vous savez ce que je pense des photos, donc de nouveau, j'allais dire, je t'ai vu en photo, tu m'as vu, bon, on a plus ou moins un attrait l'un pour l'autre, mais moi je suis très sceptique face à cette histoire de photos, de plus en plus d'ailleurs. Je dis à un moment donné, quand quelqu'un s'avance en voulant se marier avec vous, un homme qui vous demande, ou une femme qui demande, hein, il y a souvent des sœurs qui demandent aussi, qui sont cash, c'est très bien comme ça, qui disent, voilà, moi j'ai pas envie de faire du blabla, j'ai envie de me marier, tu me plais, j'aimerais te rencontrer et qu'on discute de ça. Très bien, attitude très positive. À ce moment-là, il faut se voir, mais discuter intelligemment. Parce que si c'est pour échanger des sujets inutiles, ou alors c'est les projetages. Qu'est-ce que tu penses si dans 10 ans on fait Hijra au Yémen avec nos enfants? Vous n'êtes même pas encore mariés, vous ne savez pas si demain vous serez encore en vie, vous ne savez pas si après-demain on n'est pas en pleine malhama, machin. Parlez du jour présent. Que voulez-vous faire de votre vie aujourd'hui? Où voulez-vous vivre aujourd'hui? Qu'attendez-vous du mariage aujourd'hui? Et pas trop de demain et d'après-demain, parce que on complique les choses, ça ne sert à rien. On se projette. Qui vous dit que votre femme ne sera pas stérile, que vous n'aurez pas une fausse couche? Enfin bref, on s'y perd. Mais quand on veut un mariage réussi, bon, bien sûr qu'il y aura toujours des échecs. Le divorce, il existe en islam, il est codifié et tout. Mais on essaye quand même d'éviter de se lancer dans un mariage, comment je vais dire, euh, qui est un peu raté d'avance. Et vous me direz à juste titre, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui se cache, vous me direz à juste titre, oui, mais toi qui es-tu pour parler de ça? Tu es un collectionneur de divorces, etc. Parce que moi j'ai la mentalité suivante, c'est que j'ai pas fait du divorce un tabou,
parce que j'ai vu autour de moi trop d'hommes et de femmes détruites ou détruits dans des mariages malheureux. Malheureux, qu'est-ce que j'entends par malheureux? Euh, Qu'est-ce que j'entends par malheureux? Ça veut dire un mariage où on est ensemble pour des mauvaises raisons. Genre, ça fait plaisir à ma famille, comme ça mon cousin du bled a pu venir. Euh, Meskina, elle avait déjà 33 ans, elle n'arrivait pas à se marier, etc., etc. Je suis désolé, ça va peut-être heurter certains d'entre vous, mais c'est comme ça. Euh, le mariage, vraiment le mariage, c'est pas une œuvre de charité. C'est pas une histoire de mesquine, meskina, papier, machin. Le mariage, ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas non plus, je suis d'accord, love, love, coup de foudre, machin, je ne dors plus la nuit, sans lui, sans elle, je meurs, je me jette sous un pont. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que le mariage, c'est un engagement lourd. Lourd parce que, lourd pas dans le sens que c'est compliqué, c'est pas ça que je veux dire. Lourd, je veux dire qu'il va impliquer des choses quand même assez importantes. Euh, Ça demande de partager ses nuits avec une personne dont on doit apprécier la compagnie, l'odeur, la façon, etc., etc. Ça demande de partager, et de nos jours les loyers sont chers, ça demande de devoir partager un logement de 50, 60, 70 mètres carrés, chacun avec ses affaires, ses habitudes, son espace vital, salle de bain, machin, etc. Ça demande d'avoir des enfants ensemble. Ça veut dire qu'une femme porte un enfant 9 mois, accouche, euh, allaite, les nuits blanches, machin. Je veux dire, un mariage, c'est quelque chose qui va bien au-delà de il a des beaux yeux, elle a un beau sourire. C'est quelque chose qui implique beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis d'accord que ça aide beaucoup le fait que quand les familles autour sont des gens croyants, qui craignent Allah, qui ne sont pas en prosternation devant leurs coutumes et devant les commentaires des voisins, ça aide beaucoup à résoudre des problèmes, parce que des problèmes, il y en aura toujours, et parfois l'entourage, ça peut aider. Bon, il ne faut pas souhaiter en arriver là, mais il faut le savoir, il y aura des problèmes, il y aura besoin parfois d'une médiation, parce que parfois quand on est dans le problème, on voit pas clair, on est trop pris dans sa blessure, dans son incompréhension, on a besoin d'un avis extérieur pour dédramatiser le truc et avoir un avis autre que celui dans lequel on est. Alors pour revenir à moi, on va me dire, mais comment un type comme toi, tu as plein de belles théories, tu n'arrêtes pas de parler sur le mariage, etc. Et alors pourquoi quelqu'un comme toi, il a quand même été plusieurs fois divorcé? Alors, j'ai été plusieurs fois divorcé, pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Euh, pour des raisons qui sont souvent, quand on creuse un peu, la cause des deux. Souvent, dans un divorce, il y a deux coupables, il n'y en a pas qu'un. Parce qu'une chose en amène une autre. Euh, Dans mon cas, des fausses promesses de conversion à l'islam, qui ont quand même duré longtemps. Euh, des mensonges sur un attachement à un homme du passé. Euh, des mauvaises habitudes qui m'avaient été cachées, auxquelles j'ai mal réagi. Donc je suis devenu nerveux et impatient. Euh, des méthodes non islamiques de résoudre des conflits. Euh, je ne sais pas, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, et donc après, ce que je veux dire par là, c'est que connaître si je dois faire un parallèle, connaître une recette de cuisine, ça signifie pas que le plat va être bon. Pourquoi? Parce que même si vous connaissez qu'il faut 10 grammes de sel, qu'il faut laisser cuire 30 minutes, qu'il faut mélanger à tel moment, qu'il faut rajouter telle épice, même si vous savez tout ça, il y a ce qu'on appelle
les facteurs, il y a un nom en français, je ne sais pas comment on dit. Les facteurs, les variables en gros, les variables, les choses imprévues. Les choses imprévues, si on fait le parallèle avec la cuisine, euh, le feu, le feu, ce sont des plaques électriques, pas des becs de gaz. On n'a pas su mettre la bonne température. Euh, la casserole n'était pas adaptée et donc machin, etc. Et, et je répète, je l'ai dit, enfin je le lis, c'est vrai, il y a la fameuse histoire des habitudes. Il est clair que plus on avance en âge, plus on a des habitudes. Et quand on est dans une relation nouvelle, que c'est nouveau, qu'il y a la passion, que c'est la nouveauté, on est disposé à, comment dirais-je, on est disposé à faire des efforts sur ces mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce qui se passe au premier conflit, au premier malentendu, au premier isolement, et, et quand on se retrouve seul face à soi-même, les mauvaises habitudes reviennent très vite. Vous connaissez le proverbe français, euh, chasser le naturel, il reviendra au galop. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut bien être clair avant le mariage. Moi, par exemple, j'ai toujours dit, Allah est témoin, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un de cérébral, hyperactif, qui a besoin de lire, de m'informer, d'écrire, et je peux m'arrêter à condition qu'on m'occupe, qu'on me parle, qu'on passe du temps avec moi. Moi, je ne peux pas rester assis comme dans une salle d'attente. Moi, quand ça m'arrive, je deviens fou. Je ne peux pas être dans une salle d'attente, les bras croisés, à regarder mes chaussures ou un Paris Match pendant 1 heure et demie en attendant que le dentiste ou le médecin me reçoive. Moi, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Moi, j'ai besoin d'être occupé. Occupé, ça veut dire lire, parler, écrire, faire quelque chose. C'est comme ça. Alors, si on ne m'occupe pas, si on ne me parle pas, si, enfin, quand je dis moi, c'est valable pour tout le monde, je suppose, hein, je dis moi pour parler de sujets que je connais. Si on ne comprend pas le fait que j'ai un cerveau qui a besoin d'être nourri et de partager, il ne faut pas se plaindre après quand on dit ah, il est parti sur le net, il est parti lire dans sa chambre, et il a écrit pendant 1 heure. Tu veux me détacher de ça? Occupe-moi. Qu'est-ce que tu me proposes? Une balade en forêt? Une discussion? On voit un film ensemble? D'accord, ok, alors je me déconnecte. Tu me proposes rien? Le néant? Le vide? Je peux pas. Donc, voilà pourquoi je vous dis que on est des caméléons. On dépend de qui on est en face de nous. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de la personne. Moi, je connais des frères, des gens très bien, je l'ai déjà dit, beaucoup plus pieux que moi, etc., mais qui ont un caractère ou un comportement euh, qui n'est pas compatible avec moi. Et ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes, ni moi une mauvaise personne. Simplement, on s'apprécie, on est des gens bien, on est des frères en islam, mais nous sommes très différents. Euh, voilà. Alors, entre amis, c'est pas trop grave, parce qu'on se voit pas souvent. On se voit de temps en temps, donc le temps qu'on se voit, on fait un effort de s'adapter à l'autre. Le problème, le problème, c'est dans le mariage. Le mariage, c'est autre chose. C'est tous les jours, dans les bons et les mauvais jours, les jours où on est indisposé ou pas, les jours où on est de bonne humeur ou pas, le jour où on a une belle tête ou pas, le jour où on est malade ou pas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut vraiment espérer réussir son mariage, il doit avoir l'honnêteté et le courage d'expliquer à l'autre clairement qui il est. Sans mentir, euh, enfin, je prends un autre exemple, hein, comme ça, voilà, tant qu'on y est. Hein. Moi, on m'a souvent dit dans les rencontres, ah, truc, oui, je voudrais bien, mais il y a beaucoup de sœurs qui m'ont dit que tu étais un homme infidèle, un homme infâme, un homme qui est très tourné vers les femmes.
Et j'ai toujours répondu la même chose à ça, une réponse très franche et très honnête, et que je pense concerne beaucoup d'hommes, pour le coup, qu'on accuse d'être comme ça. Je dis, moi, si une femme partage du temps avec moi, me parle, euh, euh, comment je vais dire, m'apporte ce que j'attends d'elle, j'ai pas besoin d'autres femmes. Je suis pas un homme à femme. Mais si une femme ne me parle pas, si elle me délaisse, si on passe 4 5 jours genre en chambre à part, il faut pas espérer des miracles. Je signe pas pour ça. Si un frère, il aime ça, tant mieux, il faut aller vers lui. Moi pas. Moi j'ai besoin de, enfin moi et sans doute beaucoup d'entre vous, moi j'ai besoin de partager des choses avec ma femme, de lui parler et d'avoir des relations régulières. Si une femme n'aime pas ça, n'est pas comme ça, etc., elle doit trouver un frère qui lui ressemble. Donc c'est pas question de dire homme à femme. Non, moi je pense qu'un homme peut être très satisfait d'une femme pour peu qu'elle ait une nature qui lui correspond. C'est tout. Quand on a des natures incompatibles ou insatisfaites, source d'insatisfaction, effectivement, peut à ce moment-là naître des frustrations, etc., etc. De nouveau, il faut arrêter d'être dans des clichés, dans des raisonnements simplistes. Mais c'est vrai que quand un frère comment je veux dire, est très vif d'esprit, très énergique, a besoin de beaucoup d'échanges, si on est une femme très discrète, très introvertie, très complexée, vite dégoûtée et qui n'aime pas trop les rapports autres que pour donner le droit à son mari, il ne faut pas se diriger vers un homme de ce genre-là. Parce que ça va créer des frustrations et au bout d'un mois, il va vous parler de polygamie. Voilà, donc dans la vie, il faut du bon sens, il faut de la logique, il faut vraiment euh, savoir avec qui on signe, avec qui on s'engage, en toute connaissance de cause. Je veux dire que quelqu'un qui s'engage avec moi, par exemple, il sait que je suis quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de communiquer, qui réfléchit, qui lit, qui est curieux, etc. Si quelqu'un est en recherche d'un frère silencieux, qui dit oui, non, jazakallah, etc., qui est très, comment je vais dire, replié sur lui-même, évidemment que c'est pas la bonne adresse. Voilà. Et il y a des frères qui sont comme ça, et Allah, il réunit les gens qui se ressemblent. Il faut chercher les gens qui vont vous convenir et pas chercher à épouser quelqu'un qui est diamétralement opposé à vous, et puis commencer à pleurnicher. Ah, il est public, ah, il écrit, ah, il n'arrête pas de lire, ah, il a tout le temps besoin de parler. Mais tu savais ça? Pourquoi tu n'as pas épousé un frère qui est différent? Pourquoi tu t'engages avec quelqu'un que tu sais ne pas te correspondre? Parce que il parle comme ci, parce que ses yeux comme ça. Je vous l'ai déjà dit, on vit pas avec de la science, on vit pas avec des yeux, on vit pas avec une voix. On vit avec un individu, un caractère et une psychologie, surtout dans la vie quotidienne et dans la routine sur le long terme. C'est pas une affaire d'un voyage de noces d'une semaine. On va en Malaisie, il faisait beau, on a nagé, on a mangé des crevettes, des poissons. Non, non, après vous revenez, c'est le HLM, c'est les ciels gris, c'est le périphérique, c'est les enfants, c'est les familles, c'est les malentendus, c'est les factures, c'est le stress, etc. Il faut voir à long terme. Il faut pas uniquement voir la fiesta, le podium, les 7 robes et le voyage de noces et la belle bague qu'il m'a donnée. Il y a la vie après, la vraie vie. Et ça, il faut y penser avant de se lancer dans un mariage, des enfants, les familles, et puis après tout le drame qui suit quand ça va pas. Voilà, mais enfin, bon, ce sujet du mariage, il est inépuisable. On se répète sans cesse. Euh, bon, je suppose que ça sert à quelque chose, hein, mais souvent je relis les mêmes commentaires, les mêmes prises de position. Moi, vraiment, parce que bon, il y a beaucoup de sœurs qui sont concernées. Vraiment, j'aimerais que ces sœurs qui se sentent visées par ce que je dis, euh, je vous assure que ça n'apporte rien le défaitisme. Je vais vous dire pourquoi. Si à un moment donné vous avez un mur, la solitude, machin, noir, truc, les hommes qui vont venir vers vous sont des hommes qui vont vous voir comme une mesquina. Et c'est pas bon, quelqu'un qui vous prend en pitié. Le mariage, je vous l'ai dit, c'est pas une œuvre de charité. Si on veut aider quelqu'un, c'est autre chose. On aide, fils abilillah, une sœur en islam, un frère en islam. Voilà, je vais t'aider. Tu parles pas bien le français, je vais avec toi à la commune pour t'aider à faire tes papiers, etc. On ne doit pas se marier pour ça.
Se marier, c'est autre chose. Se marier, c'est avoir de l'estime pour l'autre, c'est admirer l'autre, c'est apprécier sa nature, c'est être compatible avec sa façon d'être, c'est de sentir que on vibre sur les mêmes choses, qu'on on a des points communs, qu'on a des mêmes aspirations. Sans ça, il faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Ça, oui, quand on me dit, j'avais oublié de dire ça, quand on me dit, oui, mais toi, tu as divorcé, etc. Oui, parce qu'effectivement, moi, je suis quelqu'un, et de nouveau, tout le monde ne doit pas se sentir visé. Je ne vise pas tout le monde en disant ça, mais je suis quelqu'un qui a fait la grande erreur, par le passé, de mélanger aider avec aimer. C'est pas la même chose. Euh, je ne le ferai plus. Je vous dis la vérité, je ne le ferai plus. Me marier pour aider, c'est-à-dire parce que je me dis, Meskina, la sœur, elle a des enfants, elle est toute seule. Parce que une femme, elle veut, en fait, une femme, elle ne veut pas être aidée. Méfiez-vous, les frères. Une femme ne veut pas être aidée. Une femme, elle veut être aimée. Si vous l'aidez sans l'aimer, elle ne sera pas contente, elle vous le fera payer très cher. Parce qu'une femme, elle a besoin d'être aimée, valorisée, euh, comment je vais dire, de sentir qu'elle est très importante dans votre cœur, dans votre temps. Et si vous vous êtes marié uniquement pour aider, va se créer très vite un sentiment, ouais mais quoi, je suis pas une nulle, qu'est-ce qu'il croit c'est rabaissant pour une femme, en fait, d'être mariée pour aider, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a un handicap. Moi, j'étais comme ça avant, hein, je dis la vérité. On me disait, il y a une sœur, truc, euh, elle a été opérée à la jambe, ça s'est mal passé, elle boite. Moi, automatiquement, j'avais comme ça un sentiment, mesquina, personne ne voudra d'elle. Voilà, la vie m'a appris, je vous invite à penser à ça, la vie m'a appris que le mariage, c'est autre chose qu'aider. Aider, c'est bien sûr que c'est bien d'aider, mais aider, pas dans le cadre du mariage. Le mariage, c'est autre chose. Il faut aimer, il faut partager, il faut être prêt à faire des sacrifices pour l'autre, il faut être prêt à prendre de son temps pour l'autre. Sinon, tout est pénible quand on n'aime pas. Tout est lourd. Amener à l'hôpital, attendre, supporter les plaintes, euh, manger un repas qu'on n'aime pas spécialement. Quand on n'aime pas, tout ça est pénible. Quand on aime, tout est beau. Ah, je l'ai attendu 1 heure, génial. Ah, elle a brûlé elle a brûlé les frites, elles étaient carbonisées, c'est pas grave. Parce qu'on aime. Quand on aime, les choses s'embellissent. Quand on n'aime pas, ou pas beaucoup, et qu'on est surtout là uniquement fils Abilillah, euh, ça va très vite arriver, tous ces problèmes-là. Bon, bref, je ne vais pas philosopher. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, il faut un petit peu... Ah, attendez, j'ai pas lu. Excusez-moi. Mais on peut prendre des coépouses dans cet objectif d'assister, ça existe. Des divorcées et vieilles filles plutôt. Oui, dans certains contextes, si elle plaît vraiment, sinon c'est pas la peine. Euh, ouais. Coco, Coco, j'aurais envie de te dire oui, mais quand même non. Je vais te dire pourquoi. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être tu n'as pas entendu. euh, comment je peux expliquer ça? Admettons, tu as 2 femmes. Il y en a une avec qui tu es très bien, vous parlez, points communs, machin, intimité, enfin tout va bien. Et tu as une autre femme, voilà, mesquina, tata, et c'est une femme qui se plaint beaucoup, qui est très négative, qui très vite elle monte dans les tours, pauvre type, salaud, machin truc. Enfin, vous allez me dire, une musulmane ne parle pas comme ça, mais bon, malheureusement, ça arrive. Euh, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que d'abord, tu voudras passer plus de temps avec la femme que tu aimes, plutôt qu'un jour sur deux. Deuxièmement, aller chez l'autre femme va être vécu comme une corvée, et elle va le sentir, et quand elle va le sentir, elle va te le faire payer. Euh, et ça va pas aller parce que, je reviens à ce que je dis, une femme, qui qu'elle soit, vieille, grosse, maigre, divorcée 45 fois ou vierge, tout ce que tu veux, elle veut être aimée, elle veut sentir qu'elle est très importante pour toi,
Elle veut que tu lui consacres du temps. Elle veut avoir l'impression, même si tu as une autre épouse, que elle est ta préférée. Et si elle sent pas ça, il y aura une amertume. Et cette amertume va déboucher sur des comportements désagréables, des propos désobligeants, des caprices, des vexations, euh, comment on appelle ça, des mesures de représailles. Bon, alors, si un frère est masochiste, qu'il aime ça, bon courage, mais voilà, il faut bien savoir dans quoi on s'aventure, hein, parce que ce que j'ai envie de dire aussi, bon, tout le monde sait que j'ai un grand historique de défense de la polygamie, mais je la défends toujours autant, je pense toujours autant que c'est une magnifique sunna, mais je suis aussi réaliste dans le sens que je vois qui nous sommes. Je vois qui je suis moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un, je parle de moi pour pas désigner d'autres gens, moi, je suis quelqu'un, quand j'aime une femme, j'ai beaucoup de mal à faire semblant avec une autre. Donc si je sais que je suis comme ça, est-ce que je dois faire subir ça à une femme innocente? Est-ce que je dois la mettre dans cette situation? C'est pas juste, c'est une forme d'injustice. Quelqu'un qui ne sait pas. Bon, je sais qu'on va me dire, oui, mais on ne contrôle pas son cœur. Oui, mais il faut pouvoir jouer le jeu, comme on dit. Il faut pouvoir faire semblant. C'est-à-dire manger la soupe trop salée en disant, c'est bon, j'aime beaucoup. Il faut être capable donc de faire des mises en scène comme ça. Dans le temps, hein, pas un jour ou deux, longtemps. Et tout le monde n'est pas capable de ça. Sinon, on fait souffrir, ça crée toute une série de problèmes. Il faut bien que les termes du mariage soient exposés dès le départ. Oui, 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 Coco, mais le problème, je vais te dire une chose. euh, une femme, il y a l'avant-amour et il y a l'après-amour. Quand une femme ne t'aime pas encore parce qu'elle n'a pas encore eu de rapport avec toi et tout, elle dit certaines choses. Et puis une fois qu'elle s'attache à toi, pire, qu'elle a un enfant avec toi, ça change. Les choses changent. Parce qu'il y a un attachement qu'il n'y avait pas au départ. Au départ, on dit, bon, j'ai pas envie d'être seul. Si je le vois un jour sur deux, c'est bien. Alhamdoulilah, c'est mieux qu'être dans le célibat à vie. Mais après, il y a les calculs. Tiens, machin est arrivé à telle heure. Pourquoi? Ah, il avait l'air distrait. Ah, pendant qu'on mangeait, il a reçu un texto. Qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, il est fatigué. Il s'est lassé de moi. Voilà, les was-was. Donc il faut faire très attention. C'est ce que j'ai dit dernièrement à quelqu'un. On parlait de ce sujet. J'ai dit, il faut faire très attention quand on a un mariage heureux, de ne pas le transformer en deux mariages malheureux. C'est-à-dire quand on rajoute quelqu'un, il faut bien savoir qui on rajoute, parce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui vaut pas la peine, qui va abîmer le premier mariage et qui va rien apporter dans le deuxième. On se retrouve dans une sale situation. Euh, je pense à un frère qui avait 5 enfants avec sa femme, bon, le temps, machin, etc. Et qui, comme beaucoup d'hommes, malheureusement, parce que j'estime que ce n'est pas les meilleurs choix, a été complètement subjugué par une jeune fille, niqab, les yeux avec le col, machin, les compliments, etc. Et il s'est marié au forceps, sa femme a accepté les dents serrées, etc. Et puis il s'est retrouvé avec une fille complètement possédée, pleine de was-was, qui avait toute une série de frustrations et de blocages, plus sa femme, première femme qui était malheureuse de la situation, vexée, blessée. Il s'est retrouvé en fait dans deux mariages abîmés. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que c'est une magnifique sunna, mais qui est surtout adressée à des gens qui sont capables de gérer ça avec beaucoup de psychologie et beaucoup de patience. C'est ça l'histoire. Elle peut pas s'attendre à autre chose. Oui, mais Coco, toi tu fais des raisonnements logiques. Il faut savoir qu'une femme, elle est beaucoup dans l'émotionnel et pas beaucoup dans la logique. C'est comme ça. L'histoire de la côte recourbée, on va pas répéter. Donc il faut pas s'attendre à des raisonnements logiques, c'est des raisonnements émotionnels. Et tu vas dire, oui, mais tu m'avais dit que. Elle va dire, oui, mais bon. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais bon, situation a changé. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici, il se fait tard.
On découpera l'audio en deux, je le publierai je ne sais pas quand. Et voilà. Donc s'il vous plaît, autour de vous, essayez de répercuter ce que j'ai expliqué avec les élections et le vote. Ne participez pas à tout ça. C'est absolument... C'est un non-sens. Euh, et c'est vraiment un manque de confiance en Allah que de se précipiter dans les bras du premier nain de jardin venu qui jette quelques os à ronger aux musulmans pour les attirer dans un traquenard de mauvais goût. Voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.